Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes chez vous en direct et c'est Actu Matin. Dans l'actualité, le Bénin revisite plus d'un siècle d'histoire et continue d'écrire de nouvelles pages de son histoire politique. L'actualité ce lundi évoque l'exposition pour la toute première fois des 26 trésors royaux restitués par la France au Bénin au mois de novembre 2021. Un vernissage qui mobilise tout un parterre de personnalités nationales et internationales, d'historiens et d'acteurs du monde de la culture. Occasion de mobilisation et de grandes retrouvailles des grandes figures politiques autour du chef de l'État, Patrice Talon, samedi dernier, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, pour qui connaît ses prises de position face à la gouvernance sous la rupture, et Lionel Zinsou sous le coup d'une condamnation de 4 ans d'inéligibilité. En tout cas, ce matin, nous reviendrons sur cette actualité, leur présence pour marquer à nouveau l'histoire politique de notre pays. On en parle au forum de discussion en plateau, les analystes de Canal 3 Bénin et notre consultant, sociologue politiste, Dr Patrick Henoum. Dans l'actualité également, elles ont exprimé leur colère et leur indignation vendredi dernier pour protester contre la cherté de la vie en République du Bénin à la Bourse du Travail. C'était donc les centrales et confédérations syndicales, à l'exception de la CSTB qui a reporté son initiative pour quelques jours. Et bien ce matin, on va revenir sur les propos tenus par les responsables des centrales et confédérations syndicales qui invitent le gouvernement à prendre au sérieux les dénonciations des uns et des autres au forum de discussion. Nous reviendrons donc sur cette protestation contre la cherté de la vie. Merci de choisir Canal 3 Bénin Actu Matin pour vous informer. Installez-vous dans un instant. Vous aurez la une des journaux, mais tout de suite, c'est la météo. Retour plateau et vous aurez la une des journaux. Juste après, ce sera le bulletin matinal de l'information et dans les titres de 350 à près de 600 francs le litre. L'essence de contrebande en rajoute aux peines des usagers de la route à Cotonou et environ conséquences inhérentes. Les coûts de transport grimpent chez les conducteurs de taxis impuissants devant la flambée. Les raisons, elles ne sont pas sues, du moins pas clairement. Constat de la désolation des motocyclistes et des automobilistes à suivre dans le mini-journal de William Cléquin. Et puis des Béninois voient déjà le cataclè, le trône du roi Guézo et tous les 26 trésors royaux rapatriés au pays. L'exposition a officiellement été lancée au Palais de la République. C'était samedi dernier. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. D'autres objets d'art contemporains s'y trouvent aussi. Nous vous embarquerons ce matin au Palais de la République dans notre mini-journal. Restez avec nous tout de suite. Ce sera la une des journaux.
Wakhabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Ce matin, on peut parler de Paris gagné pour le président Patrice Talon et son gouvernement, les trésors royaux qui s'offrent désormais au public. On parle d'exposition d'art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution, c'est à la révélation. Les parutions en parlent et Fraternité qui constate que ça a eu vraiment un effet sur le paysage politique. Le quotidien de Benotin qui titre donc ce lundi matin, paysage politique national, la culture, vecteur de décrispation. Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo, Lionel Zinsou, fiers de célébrer ensemble le retour des trésors royaux restitués. Et puis, coproduction de la sécurité. Issa Salifou sensibilise les populations de Kandi et de Malanville sur la lutte contre le terrorisme. Et puis, meeting de protestation contre la cherté de la vie. Les travailleurs dénoncent leur salaire de misère. Ambiance et revendications à la bourse de travail à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité. Et puis, mauvaise organisation des gares routières de Paracou. Autorités communales et transporteurs en quête d'une solution définitive. Fraternité qui nous apprend également qu'il y a eu chavirement, sinon naufrage sur l'axe Porto-Novo-Lagos. À la une du quotidien de service public La Nation, art d'hier à aujourd'hui, des merveilles du Bénin révélées. Quotidien L'Enquêteur, entretien exclusif avec le fondateur du cabinet La Thaïs. Nous voulons accroître la productivité des entreprises d'ici à Capo à Signon. Et puis retrouvailles des challengers de 2016. Zinsou séduit par les exploits du président Patrice Talon. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo ébloui et heureux, constate L'Enquêteur. Le Soleil, Bénin Info, situation politique tendue au Bénin, Talon joue la carte de l'apaisement. Le routier, cette fois-ci, grand renfort pour le parti de Paul Hunkpe, le parti FCBE. Tous les militants ANDD deviennent FCBE ce mercredi. Et puis manipulation de certains ouvriers de la 25e heure de la rupture. Henri Assogba reste le leader incontournable du secteur pétrolier. Quotidien d'Abarou, adhésion de 4 conseillers communaux FCBE à Ndali, l'idéologie du BR et le dynamisme de ses leaders suscitent des ralliements. L'autre vision, adhésion mercredi prochain de l'ANDD au parti Foscori pour un Bénin émergent, le grand renfort des pasteurs évangéliques à la FCBE. Le parti de Paul Hunkpe devient de plus en plus une machine électorale, constate l'autre vision. Et puis installation d'une base militaire française au Bénin, Wilfrid Léandre Hunkbeji clarifie et dissipe les controverses. Le matinal, vernissage de l'exposition des trésors royaux du Bénin, le grand jour à la Marina, le journal qui donne à voir les photos de certaines personnalités, le président Patrice Talon, sinon le couple présidentiel aux côtés donc du président maire de Cotonou, Nicéphore Dieudonné Soglo, Lionel Zinsou, avec cette chaleureuse de main entre les deux, Lionel Zinsou et Maître Adrien Hunkbeji. L'autre quotidien à présent, vernissage de l'exposition des 26 trésors royaux, Patrice Talon, grande vedette de l'événement. Les Béninois appelés à être fiers de leur patrimoine commun. Le soleil levant, unité nationale, les trésors royaux rapprochent Patrice Talon et Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est le Bénin qui gagne. Le journal qui donne à voir les deux autorités, sinon les deux personnalités descendant les escaliers, et puis cette photo où on voit des embrassades protocolaires. Quotidien L'Actualité, exposition art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, et Talon sort la carte de l'unité nationale. Respect des droits de l'homme, Angelo Arandinou, maire de la commune d'Aboumé-Calavi, en fait son cheval de bataille.
Nord-Sud quotidien, sommet UEA, une préoccupation du Bénin prise en compte. Et puis décrispation du front politique après Yayi, Talon, Aligne, Soglo et Zinsou. Bénin intelligent, exposition d'art au Palais de la Marina, 3 siècles d'histoire à portée de vue. Bénin intelligent qui nous apprend que la cour de Dakodonou mécontente d'un tableau exposé à la présidence de la République. Voilà, Christian, on va se contenter de ces parutions de ce lundi avec Fraternité, bien entendu, qui constate que le retour, sinon l'exposition des œuvres d'art par la présidence de la République a un effet sur le paysage politique national. Justement, le journal Fraternité qui apporte son analyse ce matin sur ce que nous avons vu il y a cela quelques jours, précisément samedi dernier, du côté du Palais de la Marina, en République du Bénin, la sortie des grands hommes, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui nous connaissons bien avec ses prises de position face à la gouvernance actuelle, et l'ancien premier ministre de Boni, Yayi Lionel Zinsou, qui, on rappelle, en 2016 a été donc le grand challenger de Patrice Talon à la présidentielle de 2016 et qui par la suite a été condamné à 4 ans d'inéligibilité au Bénin pour dépassement de fonds de campagne, de retour au pays dans un même avion avec Patrice Talon. Ça fait donc pratiquement la une de l'actualité. On va y revenir tout à l'heure au forum de discussion avec les analystes de Canal 3 Bénin, vous y compris, vous, Akhabalik Para, vous serez de retour en plateau, et notre consultant, docteur Patrick Renou, qui est sociologue politiste. Il s'agira de tirer les leçons de tout ce que nous observons depuis quelques jours. Restez donc avec nous sur Canal 3. L'actualité se poursuit avec la rédaction. Ce sera dans le mini-journal de William Cliquant. Allez, dans les titres ce matin, on évoque dans cette édition la problématique du coût quelque peu élevé des transports ces derniers jours à Cotonou et environ. Conducteurs de taxi-moto ou de taxi-ville justifient cette hausse par l'augmentation du prix de l'essence de contrebande aux abords des voies. Les usagers et clients ne manquent pas de leur bonne part du casse-tête. Une de nos équipes de reportage est descendue sur le terrain et nous revient avec le coup de gueule des uns et des autres. On va les suivre ici. C'est dans ce reportage signé Ingrid DS, Amiratou Kassoumou et Moufid Sabour. Tout comme ce conducteur de taxi-moto, ils sont nombreux, ces usagers, à ignorer les causes de la hausse du prix de l'essence frelatée, communément appelée essence Bayo. La cherté des produits de première nécessité, constatée par ça et là dans les villes du Bénin, touche aussi le secteur de l'essence de contrebande. De 350 francs, le prix de l'essence passe désormais à 550 voire 600 francs le litre par endroit. La hausse du prix de l'essence ne nous arrange pas du tout. Les clients ne nous comprennent pas et exigent toujours les tarifs habituels malgré le coût du carburant qui a changé. Vraiment, ça nous dépasse. Si le gouvernement peut jeter un coup d'œil sur les vendeurs de carburant, ça serait un peu abordable à nous. Difficilement, tu arrives à gagner ton pain dans la journée et tu prends 500 déjà et tu mets dans la carburation alors que ce n'est pas un seul litre que tu vas utiliser. L'augmentation à hauteur de 600 francs le litre m'empêche de continuer à m'approvisionner au bord des voies. En station, ça coûte 545 francs et c'est mieux. Station, c'est à 545 francs, non? Le carburant qui est considéré comme un produit fregaté n'est pas un truc à conseiller. Aujourd'hui, le prix a monté. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça devrait normalement encourager la population à aller vers les stations, c'est tout. Au dire des responsables et vendeurs d'essence approchés, la hausse du prix de ce carburant n'est pas à imputer aux vendeurs. Le problème serait dû à un dysfonctionnement à la source d'approvisionnement. Le prix de l'essence a augmenté parce que ça a augmenté au Nigeria. Les gens préfèrent aller à la station que de payer chez nous. Il y a des méventes avec nous, on ne vend plus. Si le Nigeria commence pas à avoir de problème, automatiquement ça agit sur nous ici. Parce que
Dans ce domaine, le Bénin dépend du Nigeria, ce qui a fait qu'il y a une légère augmentation du prix au bord des voies. Mais pour des situations pareilles, ça ne dure pas au Nigeria, parce que la population nigériane aussi vit de ça. Donc d'ici une semaine ou plus, vous allez constater que ça va diminuer. Mais en attendant le dénouement de la situation, vendeurs et clients du Kpayor continuent de souffrir le martyre. Et puis, au lendemain de la publication de la liste des candidats présélectionnés pour figurer dans le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes du Bénin, les membres de la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation ont animé un point de presse pour revenir sur leurs observations. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Après avoir assuré les populations de la transparence et de l'intégrité du processus de sélection, le président de la commission a mentionné des cas de fraude constatés lors de l'inscription. Ceci concerne des fonctionnaires ayant inscrit de fausses informations pour être sélectionnés. Claude Olympio a fustigé le comportement et invite les personnes concernées à vite se retirer. Suivez ici un extrait de sa déclaration. À la publication de la liste, nous avons quelques retours sur un aspect que nous-mêmes nous pressentions à l'examen de certains dossiers. Vous savez, dans le cadre de la réforme, et pour permettre que la première équipe de gouvernance qui va être mise en place dans les communes, dans le cadre de la réforme, pour permettre que cette équipe soit renforcée, la loi a prévu la possibilité que des fonctionnaires, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires de l'État, de l'administration publique, qui sont de la catégorie A1, puissent être admis à la candidature pour le fichier. Alors, ce qu'on a observé à partir des retours que nous avons depuis hier, c'est que certains fonctionnaires qui ne sont pas de la catégorie A1, qui sont de la catégorie B, par exemple, ou qui sont du grade A3, puisque la plateforme ne leur permet pas d'entrer leur candidature parce qu'ils ne sont pas de cette catégorie, ils choisissent délibérément d'indiquer qu'ils sont du secteur privé. Parce qu'il n'y a pas de limitation à ce niveau. Donc, ils choisissent cette possibilité sur la plateforme et produisent des diplômes derrière pour soumettre leur candidature. Et donc, quand à l'examen de dossier, puisqu'on ne gère pas du papier, tout se fait informatiquement, à l'examen du dossier, la commission avait déjà quelques appréhensions en regardant certains parcours qui paraissaient un peu bizarres. Alors, le sentiment que ça a commencé à laisser à certains de nos concitoyens, c'est de considérer que il a été choisi de favoriser certains fonctionnaires pour lesquels donc on a admis la candidature. Il n'en est rien. Et je veux souligner ça avec force. Si certains fonctionnaires qui ne sont pas de la catégorie A1 se sont retrouvés sur la liste, c'est simplement par cette fraude que je venais d'indiquer. Donc, je voudrais déjà exhorter ces fonctionnaires à s'abstenir dès maintenant. S'ils savent qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues par la loi et qu'ils ont commis cette fraude, mais s'ils ne le font pas, ils seront identifiés et seront traités comme il faut. Parce que nous mettons un point d'honneur, et le chef de l'État y tient, que ce processus soit intègre et que les équipes dirigeantes qui vont sortir après la mise en place de ce fichier soient hors de tout doute. Et ça, nous n'allons pas faillir à ça, et c'est pour ça que nous voulons faire cette précision assez rapidement pour que les fonctionnaires qui se sont amusés à ce jeu prennent leurs responsabilités. Je vous remercie.
Et le processus a suivi son cours normal après ces révélations de Claude Olympio au lendemain du concours. Au lendemain juste, le concours devant aboutir à la sélection des 77 secrétaires exécutifs au profit des mairies a été officiellement lancé. 1005 candidats y ont pris part au plan national. Les compositions se sont déroulées au lycée Koulibaly de Cotonou. Et c'est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui a procédé au lancement. Teddy Goudalo et Henri Ganti. Ils ont tous répondu présents pour subir les premières épreuves écrites du concours devant aboutir à la sélection des 77 secrétaires exécutifs au profit des mairies. Et c'est le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui vient lui-même donner le top. C'est un cabinet professionnel qui a, sélectionné, qui a, identifié les épreuves. Vous savez qu'il y a 7 fonctions que nous voulons, sélectionner et mettre à disposition des élus. Et c'est le cabinet qui a piloté ça de bout en bout, sous l'œil vigilant de la commission qui regorge des représentants de chaque partie prenante. À la présélection, on a retenu les candidats sur la base de l'analyse de leur dossier. Alors, ce sont ces candidats qui ont été présélectionnés qui sont dans ce centre aujourd'hui, le lycée Koulibaly de Cotonou, pour subir les épreuves. Alors, dans cette journée, nous avons 2 épreuves qui vont se dérouler, à savoir un test psychotechnique pour tous les candidats, quel que soit le poste. 1002 candidats étaient attendus pour prendre part à cette deuxième phase du processus de sélection. Puis, suite a été donnée aux réclamations de candidats dont les dossiers avaient été rejetés, ce qui porte l'effectif à l'arrivée à 1005. Un dynamisme du comité d'organisation salué ici par ces derniers. Je ne connais personne et je n'ai pas eu le contact de quelqu'un. Ça a été fait en ligne, la personne ne me connaît pas. Et ce matin, on a vu nos noms sur les listes. On a composé comme si c'était sorti il y a longtemps, quoi. Vous savez, dans le passé, ça ne serait pas comme ça. Il faut venir attendre et que c'est ici ce matin, on va voir, bon, ceux qui ont fait réclamation, ça prend beaucoup de temps. Mais ça a été automatique. Une fois que je n'avais pas vu mon nom sur le fichier, tout portait à croire que c'est un peu orienté, puis téléguidé. Parce que je suis très confiant des expériences que nous avons accumulées toutes ces 10 dernières années en matière de décentralisation au Bénin. Il y a un mail qui m'est parvenu pour s'excuser. Donc le comité s'est excusé par rapport au désagrément que j'ai reçu et ils m'ont invité à venir faire le test, ce qui est très très bien. Donc c'est pour dire une fois encore que franchement ça montre que ce comité est crédible et on doit aussi l'encourager pour que les résultats au finish, que ceux-là qui ont effectivement du mérite, ils puissent se retrouver à la tête de nos communes en République du Bénin. Pas d'inquiétude donc en ce qui concerne la crédibilité des membres qui composent le comité d'organisation du concours. Les 77 secrétaires exécutifs qui seront sélectionnés vont être déployés dans les mairies au plus tard le 1er avril prochain. Venons-en à cette cérémonie de sortie de 50 inspecteurs de l'enseignement du second degré de la promotion 2019-2021. Après 2 ans de formation à l'école de formation du personnel d'encadrement de l'éducation nationale, ils ont reçu leur diplôme des mains du ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Ils deviennent donc opérationnels. Teddy Goudalo nous donne les précisions. Il a fallu 2 années de formation pour ces inspecteurs de l'enseignement du second degré pour décrocher leur diplôme des mains de leur ministre de tutelle. Au nombre de 50, ils représentent la 6e promotion que met à disposition l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Les activités académiques déroulées sont faites essentiellement de cours en tronc commun qu'en spécialité, de stages pratiques au Bénin, à Clermont-Ferrand en France, à Bruxelles en Belgique et au Burundi. L'évaluation des performances s'est faite au moyen de productions originales, issues de travaux de recherche, de compositions sur table, de rapports de stage,
de conduite d'activités pratiques en milieu professionnel et de soutenance de mémoire de fin de formation. La formation de la cohorte spéciale de 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second degré, dont 41 de l'enseignement secondaire général et 9 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que nous célébrons ce matin, a particulièrement connu des innovations osées. C'est un parcours de combattants pour ces désormais inspecteurs pédagogiques qui sont aptes à servir partout où besoin sera. Leur formation a été possible grâce à l'accompagnement financier de l'Agence française de développement qui salue ici leur courage. Je voudrais adresser mes plus sincères félicitations aux nouveaux inspecteurs. Votre charge est redoutable et je forme les vœux que la formation qui vous a été donnée vous y a bien préparé. Vous aurez à contribuer à renforcer la qualité des dispositifs d'enseignement. Chers récipiendaires, je vous présente toutes mes félicitations pour votre brillant succès à toutes les épreuves que vous avez dû affronter pour en être là aujourd'hui. Je vous souhaite également et solennellement la bienvenue dans votre nouveau corps. J'ose croire que vous mesurez la portée de cette noble mission et les nombreuses attentes de tous les acteurs de notre système éducatif à votre endroit. Ces 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second degré viennent donc rehausser l'effectif dont dispose le service de l'inspection générale du ministère. Cette cérémonie consacre leur opérationnalisation pour de nouveaux défis. C'est l'actualité de cette fin de semaine. Le palais de la présidence de la République grouille de monde depuis samedi. L'exposition des trésors royaux d'Abomey, un peu plus de 3 mois après le retour au Bénin, a commencé. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation est le thème de l'exposition qui couvre aussi d'autres productions de l'art contemporain béninois. À la première exposition, plusieurs dizaines de personnalités ont pu visiter des œuvres. Reportage Narcisse Alosset et Henri Ganti. L'attente aura duré 3 mois seulement et le public béninois découvre déjà les trésors royaux d'Abomey ramenés de la France le 10 novembre dernier. Par dizaines, des amateurs d'art et bien d'autres curieux ont afflué vers les salles d'exposition implantées ici dans l'enceinte du palais de la présidence pour contempler ces trésors. C'est une première au Bénin. La présidence de la République est à notre sens l'un des rares lieux qui réunit et rassemble tous les Béninois. Le choix de ce lieu est dès lors porteur d'un signal, d'un appel au ralliement de toutes les forces de la nation autour de la commémoration de ces œuvres revenues de leur périple et désormais partie intégrante du patrimoine national. Le patrimoine national dont la galerie est enrichie de ces œuvres qui sont des butins de guerre déportés dans l'Hexagone le siècle dernier après la chute des souverains de Dahomey. Exposées ici pour l'acclimatation après 130 ans de séjour en France, ces œuvres sont porteuses de plusieurs mémoires. Mémoire d'un héros national, Béhanzin, dont la chute a été suivie d'un pillage systématique de trésors royaux. Mémoire de 2 grands souverains dont les trônes ont été emportés, Glélé et son père Guézo. Mémoire des artistes restés dans l'ombre, mais ayant donné forme et vie aux œuvres pillées. Mémoire d'un séjour forcé en France. Séjour dont les souvenirs sont désormais lointains. Et sur place ici, des experts, médiateurs et historiens pour la plupart, ont été déployés pour expliquer au public toute l'intelligence qui les accompagne. Mais si vous savez regarder, si vous savez vivre les événements, je pense que c'est un événement très émouvant. C'est une bonne chose parce que aujourd'hui nos petits-enfants verront l'histoire, ils vont toucher des yeux l'histoire. Ce sont nos valeurs endogènes qui étaient partis pour des raisons que vous savez et qui sont revenus. Alors, je dis à ces valeurs endogènes qui sont revenues, bienvenue, parce que je me sens plus fort, nous devons nous sentir beaucoup plus forts. Et je crois qu'au-delà même du Bénin, c'est toute l'Afrique qui est honorée. À côté de ces trésors royaux, 106 œuvres contemporaines sélectionnées dans la Galerie nationale d'art sont aussi exposées ici. La palette est sans doute large, mais il fallait réunir les artistes les plus créatifs à travers leurs œuvres les plus emblématiques. Avec ce travail, nous redécouvrons
que nos créateurs très inspirés s'expriment de différentes manières, utilisent tous les matériaux qui sont à la fois d'ici et d'ailleurs. À travers cette exposition, le gouvernement offre ainsi l'opportunité au public d'apprécier les talents variés et multiformes des artistes, qu'ils soient contemporains ou plus anciens. Et le thème de l'exposition en dit d'ailleurs long. Une exposition qui est au menu du forum de discussion tout à l'heure. Remise officielle d'attestation de fin de formation aux bénéficiaires de Arche Formation. Formation dédiée aux artisans béninois qui vise à renforcer leurs capacités et faire valoir le métier. Après 8 mois d'encadrement, ils partent avec la preuve de leurs compétences et bien aguerris au plan professionnel. Précision, Melvin Aranzo, présenté par Teddy Goudard. 161 artisans reçoivent leur attestation de fin de formation grâce au projet Assurance pour le renforcement du capital humain. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en partenariat avec le PNUD. Le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi n'est pas resté en marge. La notion de capital humain rassemble à la fois les savoirs, savoir-faire, savoir-être et plus loin, les connaissances, les qualifications et les caractéristiques personnelles. Une première idée est de vous constituer en réseau, maintenir le contact avec les experts qui vous ont partagé leur expérience et connaissances et surtout être assoiffés d'amélioration continue. Je suis donc heureuse de la tenue de la présente cérémonie qui intervient au moment où nous sommes en pleine phase d'extension du projet du volet assurance maladie dans les communes du Bénin. C'est dire que le projet Arche, si cher au gouvernement, se concrétise de jour en jour pour le grand bonheur de l'ensemble des couches socio-professionnelles. Les bénéficiaires expriment leur profonde joie pour la réussite de ce projet. Ces jeunes venus de divers horizons ont été mis à niveau en notions pratiques et théoriques dans plusieurs corps de métier. Il s'agit du carrelage, de l'électricité bâtiment, plomberie, peinture bâtiment et de l'étanchéité. Nous allons mieux exercer nos métiers et augmenter nos revenus. Nous voulons également demander que les artisans qui n'ont pas encore été formés soient programmés le plus rapidement possible. Et pour finir, je voudrais remercier les experts formateurs qui nous ont transmis de nouvelles techniques et compétences pour l'exercice de nos métiers. Nous n'oublions pas les conseils de H Formation et toute l'équipe de la direction H Formation qui ont rendu possible cette formation. En juin 2021 à Lokossa, qu'ils vous souviennent, parmi les artisans qui ont bénéficié d'un perfectionnement, nous pouvons dénombrer 35 artisans prestataires, chefs d'équipe, sur le chantier de la cité de Ouedo. L'exécution de ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement qui œuvre à la réduction du taux de pauvreté. Un concours s'annonce bientôt dans le rang des récipiendaires et permettra de sélectionner 80 artisans au profit de la Chambre de métiers de l'artisanat. Très bonne semaine à vous tous et à Christian Adam également. Merci beaucoup à vous, pareillement William Cliquant, très bonne journée. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Des rendez-vous à prendre ce matin. La page écho de ce lundi, ce sera avec Clément Tchadé. Comme vous le savez, les lundis et les jeudis, on fait notre tour pour voir quels sont les marchés qui vont s'animer aujourd'hui, demain, mardi et mercredi prochain avant le rendez-vous du jeudi. Et puis juste après, vous aurez les sports avec Aline Mouni qui se prépare activement. Il nous reviendra en plateau tout à l'heure. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3.
transformation de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. On vous attendait et vous êtes là. Bonjour à vous, Clément. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui, on démarre donc les infos sur les marchés locaux qui s'animent aujourd'hui, lundi, mardi et mercredi. Et tout de suite, on commence par ce jour donc lundi. Et ce lundi s'anime le marché de Kokokodji, le marché de Pédépo aussi s'anime aujourd'hui lundi. Le marché de Wando, la capitale à Porto Novo, s'anime. Le marché de Tanguieta, le marché de Barienou, le marché de Tcheti, le marché de Tchaourou aussi s'anime ce lundi. Demain mardi, le marché de Sekou s'anime, le marché de Zé s'anime, le marché de Kové aussi, le marché de Kloukame aussi s'anime, le marché de Savalou s'anime. Demain mardi, le marché de Tofo s'anime, le marché de Passé Aouida s'anime aussi. Et dans le septentrion, comme d'ailleurs tous les mardis, le marché de Kassouala s'anime. Mercredi, le marché de Dassazoumé s'anime, le marché de Ketou, le marché de Dogbo s'anime. Et toujours mercredi, le marché d'Alada s'anime, le marché de Wenhi s'anime, le marché de Pokissa, le marché de Glazoué et le marché de Kandi. Et maintenant, voici pour vous quelques tendances de prix dans nos différents marchés. Et on commence par Kokokodji et Wando. Dans ces deux marchés, le gari fin est à 450 francs le kilogramme, alors que les crevettes sont à 7350 francs le kilogramme, tandis que l'huile d'arachide est à 1400 francs le litre. Le vanzou est à 650 francs le kilogramme, pendant que le petit mil est à 400 francs le kilogramme. À Kassouala, le maïs est maintenu un peu comme la semaine dernière à 250 francs le kilogramme. Les pois d'Angola sont à 1235 francs le kilogramme. Le niébé local est à 300 francs le kilogramme, alors que l'igname jaune, l'igname appilé donc est à 400 francs le kilogramme. À Dantopa, le soja aussi est maintenu à 600 francs le kilogramme, alors que la patate douce est à 390 francs le kilogramme. Le piment sec est à 1500 francs le kilogramme. L'huile palmiste est à 1400 francs le litre. Christian, voilà le tour rapide de nos marchés locaux, et je profite aussi pour saluer ceux qui nous fournissent les infos sur ces différents marchés, surtout en ce qui concerne les prix. Je pense à Alain Tchoubi, mais aussi à M. Onibuku Tchalaton depuis Méniki, à Pataba dans la commune de Savalou. Merci pour les infos sur nos marchés. Super. Merci à vous pour ce travail formidable que vous faites au profit des téléspectateurs de Canal 3 et surtout des usagers de ces différents marchés. Rendez-vous jeudi. Oui, à jeudi prochain pour la page éco et surtout pour la rubrique économie. D'accord. Merci beaucoup Clément. Bonne journée du lundi. Pareil. Excellente semaine à vous. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, voici pour vous les sports avec Ali Moumouni.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées. Allez, nous y sommes. Sport sur Actu Matin. Nous sommes lundi. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Alors, qu'avons-nous sur la même, puisque nous sommes de retour d'un week-end? Oui, bien sûr. On avait annoncé les différentes affiches le week-end, le vendredi dernier. Donc, on revient sur les différents résultats. On commence donc par le basketball, le championnat national, la Ligue professionnelle du Bénin, bien sûr. Et on commence par les différents résultats de la 5e journée. Donc, pour ce championnat, on commence par la conférence sud, Christian, au niveau des dames. Il y a donc 3 rencontres qui ont été disputées ici à Cotonou, au niveau du rôle des arts bien précisément. Alors AOL était donc face à Elan, le Coton Elan qui s'est imposé à son adversaire sur le score de 54 à 44 et 55 pardon à 44. Du côté de Énergie Basketball Club, les joueuses, les basketteuses de la SB2E se sont donc inclinées face à Bosco Star qui vient du Nord bien sûr, une équipe du Nord, donc sur le score de 51 à 49. Aspark de son côté s'est imposé largement à son adversaire 129 à 7. Renaissance qui n'a pas certainement trouvé voilà quoi faire lors de cette explication. Allez, on passe du côté des hommes. AOL était face à Renaissance. Renaissance s'est imposé du côté des hommes sur un score de 64 à 61. Azo Model s'est imposé à son adversaire Aspa 80-35. Et puis pour finir, Énergie Basketball Club s'est aussi imposé à Elan Coton sur le score de 61 à 60. On passe maintenant au niveau de la conférence Nord, comptant bien sûr pour ces 5e journées. Les différents résultats se présentent comme suite. Au niveau voilà, des hommes, bien sûr, Flèche Noire était face à Aspal. Aspal s'est imposé à son adversaire sur le score de 156 à 64. Real Sport également s'est imposé à Ata Sport, le score à l'arrivée 80-64. Et pour finir, Tigre. C'est Tigre qui s'est incliné face à Panthère sur le score de 88 à
43. Christian, voilà pour ce qui concerne les différents résultats du championnat national de basketball. On va donc faire un petit tour sur le continent et donc citer quelques résultats des différentes explications qu'il y a eu ce week-end, comme temps bien sûr pour la Ligue des champions de la Confédération africaine de football et aussi de la Coupe de la CAF. On commence par la Ligue des champions au niveau des matchs comme temps pour la deuxième journée, donc pour ces phases allées des matchs de groupe. Il y a Al Hilal qui était donc face à Al Ahly de l'Égypte. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. L'Espérance sportive, l'étoile sportive de Sétif était donc face à Raja Casablanca. Les deux équipes, Raja s'est imposé, le club marocain bien sûr, s'est imposé à l'arrivée sur le score d'1-0. Amazulu s'est imposé à Horoya FC. Horoya FC, l'équipe de la Guinée, sur le score, Horoya AC, pardon, sur le score d'1-0. Poto Luanda lui a pris le dessus sur Wydad Casablanca. 2-1 à l'arrivée. El Merreikh, 0 but partout avec face à Mamelodi Sundowns. Entre autres résultats, Christian, qu'il faut retenir, c'est bien sûr le match nul entre le Ciel Belouizdad du Béninois, Marcelin Kopo et puis l'Espérance sportive de Tunis qui s'est soldée sur le score d'1 partout. On revient maintenant au niveau de la Coupe de la Confédération et bien sûr hier à cette Mimosa jouait sur le stade au niveau du stade de l'Amitié Général Mathieu qui est le coup de Cotonou. La Renaissance sportive de Berkane, Christian, le club marocain s'est incliné à l'arrivée sur le score de 3-1 et 3 buts contre 1 face à l'autre équipe ivoirienne. L'équipe ivoirienne donc a pris le dessus bien sûr pour ce match comme temps pour la deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine. Les autres, entre autres rencontres disputées également. Hier, il y avait donc la rencontre entre Zanaco et Pyramide, le club égyptien qui s'est imposé à l'arrivée sur le score de 2-0. Al-Masri était également face au TP Mazembe. TP Mazembe qui, depuis quelques années, ne se retrouve plus que sur le plan continental. TP Mazembe qui s'est incliné à l'arrivée sur le score de 2 buts contre rien, bien sûr, 2-0 face à l'autre équipe, Al-Masri. Il y avait aussi la victoire de Al-Ittihad Tripoli face à Orlando Pirates. Que de surprises, Christian, dans ces différentes affiches. Et donc, voilà pour ce qu'on peut retenir. Et puis, pour finir avec ces différents résultats, la JS Saoura qui s'est imposée 2-0 face à Royal Leopards. Christian, voilà pour ce qui concerne les différents résultats des différentes compétitions continentales disputées ce week-end. Et voilà, c'est tout pour les sports. Et ce sera tout alors de votre passage ce matin pour les sports. Merci à vous, Ali. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Allez, on va parler de l'actualité avec les discussions qui vont s'ouvrir dans un instant avec les débatteurs en plateau, le retour des trésors royaux et puis donc à cette exposition des arts du Bénin d'hier et aujourd'hui du côté du Palais de la République avec la présence de grand nombre de personnalités, de grandes figures, de grandes figures politiques. Chez nous, on suivra les analyses des débatteurs en plateau et puis on reviendra également sur cette mobilisation des travailleurs autour des responsables syndicaux. Les syndicats étaient donc à la Bourse du Travail, c'était vendredi dernier, pour protester contre la cherté de la vie. Ils invitent le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour réduire la vie chère au Bénin. Qu'en pensent les débatteurs ce matin? Eh bien, vous les entendrez. Restez avec nous.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Il s'en va être 8h et ceci dans 3 petites minutes. À l'instant même, c'est le forum de discussion qui s'ouvre avec les analystes de la rédaction de Canal 3 en plateau ce matin, représenté par Herman Agnamboussou. Bonjour. Bienvenue à vous en plateau. Il était là pour nous présenter la une des journaux, Wahab Ali Para. Bienvenue. Docteur Patrick Hennou, notre consultant. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher ami. Sociologue politiste. Merci d'être là. Ça a été votre week-end, j'espère. Très bien, ça s'est bien passé. Parfait. Allez, le palais de la Marina, ici même à Cotonou, a ouvert ses portes aux citoyens et offre toute l'histoire qui caractérise les trésors royaux rapatriés au Bénin. Il y a de cela quelques mois, précisément le 10 novembre 2021, après tout un long processus entre le Bénin et la France, pays dans lequel ces trésors royaux se sont séjournés avec environ 129 ans d'histoire et de présence en terre française. Ces trésors sont rentrés au pays et exposés après leur acclimatation. C'était au cours d'une cérémonie grandeur nature qui s'est déroulée samedi dernier du côté du palais de la République. Un pari gagné pour le président Patrice Talon, Wahab Ali Para, Talon et son gouvernement. Oui, c'est un pari gagné pour le président Patrice Talon. L'initiative date d'il y a longtemps, mais on conclut que c'est sur le président Patrice Talon qu'on est parvenu, n'est-ce pas, à faire rabener ces 26 œuvres sur le territoire national. Quand on a fini de dire ça, il faut donner une certaine satisfaction aux populations qui avaient elles aussi hâte de voir ces trésors royaux. Si vous avez souvenance, le 10 novembre 2021, quand ces trésors royaux sont revenus, c'était véritablement emballé. Je me souviens que quand on était allé, Henri Ganti et moi, pour le compte donc de Canal 3 Bénin, à la présidence de la République, où l'hommage national devait être rendu à ces trésors royaux, on a descendu seulement la statue du roi Guézo, du roi Guézo, l'emblème du roi Guézo, et c'était toujours emballé. On a vu que la photo collée, n'est-ce pas, à tout ce qui constituait l'emballage donc de ce tronc. Et donc pour le 19 février dernier, coïncidence pour coïncidence, ça fait 32 ans qu'on célébrait la conférence nationale au Bénin. Donc
le 19 février dernier, donc, il y a eu cette exposition grandeur nature, comme vous l'avez dit, et ça permettait aux populations de savoir que, bon, ce n'était pas un cheval de Troie, ce n'était pas une blague, il y a pas des caisses vides. Voilà, ce n'était pas des caisses vides, que ces caisses contenaient vraiment une réalité, et cette réalité, c'est bien entendu l'histoire du Bénin, le symbole de ce que fut, je dirais, nos ancêtres des quatre coins du Bénin. Il n'y a pas que Abomey, parce que je voudrais que le discours aille au-delà de ce que au départ on a voulu limiter seulement aux 16 œuvres royaux, 16 œuvres royales, j'allais dire, à l'espace du sud du Bénin. C'est beaucoup plus tous les citoyens béninois des quatre coins du Bénin qui se sentent concernés. Vous allez voir que si on devait faire le sondage, il n'y a pas que les gens du sud, il n'y a pas que les gens d'Abomey, c'est tout le Bénin qui est représenté, et on a senti cette fierté, on y reviendra sans doute au cours du débat, de savoir que presque, ces œuvres royales, ces œuvres d'art ont constitué un point de convergence pour tous les Béninois. Le palais de la République a été pris d'assaut, ma foi, n'est-ce pas, en dépit de toutes les mesures sécuritaires et autres qui étaient là. On a vu cet engouement, l'appétit du Béninois, en peu de temps, l'appétit du Béninois pour les œuvres d'art. Tellement c'est beau. Vous voyez, quand vous jetez un coup d'œil sur les écrans, on a les citoyens pratiquement de toutes les couches qui sont venus vraiment pour assouvir leur soif, pour découvrir ce que nous avons de beau. Vous avez déjà fait un tour depuis samedi, ou bien c'est programmé, puisque ça va durer 3 mois, l'exposition, on a pas encore de tour, c'est programmé. C'est vrai que vous voyez un peu l'engouement des Béninois pour ces trésors royaux là. C'est vrai qu'il y a un besoin de curiosité que les Béninois sont allés assouvir, parce que, comme l'a dit Wahab, effectivement, on a plutôt vu des caisses qui ont été débarquées à l'aéroport, des caisses qu'on a saluées. Et donc, c'est vrai que pour nous qui sommes des médias, on a quand même vu au moment où on devait déplacer les objets, pas les objets, les trésors, pour les mettre dans des caisses. On a vu, il y a eu une chaîne qui a fait un reportage là-dessus pour nous montrer comment ça se fait, comment ça se faisait effectivement. Et donc, au-delà du pari gagné qu'on peut saluer ici, c'est tout un symbole, c'est une symbolique qu'il y a derrière cette exposition-là. On va rappeler également 19 février qui fait tache d'huile dans l'histoire du Bénin démocratique. Patrice Talon, quoi qu'on dise, écrit à sa manière il réécrit l'histoire du Bénin. Parce que 19 février, c'est une date que tout le monde connaît. 19 février pour qu'on puisse redécouvrir les trésors royaux qu'on n'espérait plus au Bénin. 19 février pour marquer l'union des fils et filles du Bénin autour de leur culture. Je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. Et pour ma part, c'est des efforts à saluer. Voilà, le palais de la Marina transformé en musée d'art contemporain pour une durée de 3 mois, le temps que les 26 trésors royaux ne soient déplacés pour la ville de Ouidah. Oui, c'est sûr et certain que dans votre agenda, vous avez déjà prévu faire un tour là-bas. Docteur Patrick Henou. Et aujourd'hui, que gagne le Bénin à travers tout ce qui est en train d'être fait en ce moment au palais de la Marina? Merci. Et le Bénin gagne beaucoup. Et d'abord, il faut dire que il y a des démarches qui avaient été menées pour que ces œuvres-là soient ramenées au Bénin depuis des temps. Mais l'histoire retiendra que c'est sous la présidence de Patrice Talon que ces œuvres-là sont effectivement ramenées au Bénin. Et donc, comme vous le voyez, c'est une partie de l'être du Béninois qui est revenue. Oui. Les œuvres ne constituent pas seulement un avoir ou des avoirs, mais constituent en réalité une partie de l'être des citoyens béninois que nous sommes. Et à partir de là, il faut une curiosité. Et c'est ça qu'on a observé dans le rang des citoyens et dans le rang des citoyennes de façon générale, qui ont voulu vraiment voir la réalité en face, c'est-à-dire avoir l'occasion de visiter et de s'approprier, n'est-ce pas, ces œuvres-là qui sont, comme je l'ai martelé, une partie de l'être
du béninois. Cela étant, il reste toute la promotion à faire autour. Et je crois que le gouvernement a déjà pris l'initiative de communiquer autour et de faire en sorte que toutes les couches sociales puissent faire le déplacement et voir en face ces œuvres, avoir l'occasion de se faire conter l'histoire. Et c'est ça le plus important. Et vous savez, ces œuvres constituent, comme je l'ai dit, une partie de l'être, mais constituent également le tréfonds même de la culture béninoise. Et vous savez très bien qu'appartient à la culture tout ce qui est acquis ou produit par l'homme en tant qu'être social et membre d'une société donnée. Et toute société possède donc une culture qui est un système complexe qui inclut l'art, les mythes, la religion, la science, tous les gestes du corps et même autres acquis sociaux. Donc, vous voyez très bien que en ramenant ces œuvres, nous donnons l'occasion au Bénin d'être plus visible, sur la scène sous-régionale et internationale. C'est une réconciliation que nous faisons avec notre être, nos ancêtres, parce que c'était une partie de nos ancêtres qui s'étaient exilés de cette façon. Et ces œuvres n'appartiennent pas à la France, elles appartiennent au Bénin. Et le Bénin a les coudées franches maintenant pour vraiment rentrer en possession de ce qui lui est dû. Et donc, la promotion sera continuelle, au moins pendant 3 mois, pour permettre aux citoyens et aux citoyennes vraiment de faire le déplacement et de savoir de quoi ils retournent en matière de trésors royaux. Justement, que faut-il aller voir? Vous savez, on va rappeler la présence ce jour-là de l'une des actrices de cette restitution qui a marqué de sa présence la cérémonie inaugurale de l'exposition. Je veux nommer Roselyne Bachelot, qui a marqué donc sa satisfaction pour tout ce qu'elle a vu, tout ce qui a été mis en place. Alors, que faut-il aller voir, Erwan Parfait, à Niamboussou? Juste les œuvres ou bien l'histoire qui entoure ces œuvres qui sont rentrées chez nous au Bénin, ou la connexion que chacun ou chaque visiteur, chaque citoyen aura avec chacun des trésors exposés. Comme l'a dit Dr Renaud, je pense que chacun établit, il dit c'est une partie de notre être. Et donc chaque Béninois qui va au contact de ces œuvres royales établit forcément une connexion. Nous sommes dans un monde hautement spirituel. Le Béninois est spirituel au tréfonds de lui-même, et donc de sorte qu'aujourd'hui ceux qui vont là-bas, ils vont forcément découvrir les œuvres, ce qui avait été déporté et qui est désormais revenu au Bénin. Mais au-delà, on parle également d'autres œuvres qui ne sont pas forcément les œuvres royales, mais qui sont des œuvres d'art faites par des Béninois, nos contemporains. On y va pour découvrir ce qui était dans les caisses, qu'on nous a dit que ça devait être acclimaté avant qu'on ne puisse voir ça. Et donc, il y aura encore plus de promotion une fois que ce sera à Ouida, parce que Ouida étant cette terre-là que beaucoup de gens aiment découvrir. Également là-bas, il y aura, parce que n'oubliez quand même pas qu'ici on parle de la présidence de la République, où il y en a forcément qui vont chercher à découvrir aussi ce que c'est devenu, cette présidence-là. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup de curiosité que les Béninois vont assouvir là-bas, voir ce que ça devient la présidence de la République, ce que ça devient cette salle du peuple qui avait pendant longtemps accueilli des réunions avec les corps constitués de la nation et tout. Je pense que c'est beaucoup de choses à la fois. Oui, non, on y verra beaucoup de choses. Moi, j'étais souvent émerveillé en tant que journaliste accrédité à la présidence pour le compte de Canal. Quand on va, d'abord la beauté du palais rénové, de ce qu'on appelait l'ancien bâtiment. Quand vous allez vous demander si c'est vraiment l'ancien bâtiment, c'est devenu ancien nouveau bâtiment. Ça, c'est ce qui existait. C'est également aller découvrir des œuvres qui sont plus âgées que tous ceux
qui lui rendent visite. C'est également découvrir les œuvres de notre temps, c'est-à-dire des artistes béninois encore existants, ceux-là dont on a voulu saluer ceux dont on a voulu saluer le génie, le talent et autres. On a sélectionné des œuvres vraiment singulières. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a souligné la singularité, la particularité et donc le génie de ces Béninois qui sont là et qui vraiment peuvent produire des œuvres. Vous allez vous demander effectivement, est-ce que c'est d'ici? Donc il y a tout cela qu'il faut découvrir. Il y a maintenant ce qui nous rapproche l'un de l'autre. Il est évident que, comme l'a souligné Herman tout à l'heure, le Béninois est vraiment spirituel et spiritualiste, très rapproché donc de ce qui est ancestral. Donc il y en a qui vous tiendront des discours qui vont au-delà de ce que nous voyons de façon très simple, c'est-à-dire l'énergie que dégagent, n'est-ce pas, ces œuvres d'art, ces trésors royaux de plusieurs siècles en arrière, la communication qu'il y a, la connexion qu'on peut avoir désormais avec ces œuvres, sans oublier ceux qui, n'est-ce pas, à côté de ces œuvres royales ont pu se rapprocher, c'était un rendez-vous que peut-être beaucoup ne savaient pas qu'ils allaient voir, soit leurs promotionnaires, soit leurs challengers, soit leurs amis de longue date, soit ceux avec qui il peut renouer des affaires. Donc c'était un moment vraiment formidable. La joie qu'on ressentait chez les Béninois, en tout cas pour ceux qu'on a vus qui peut-être dans l'ombre, on pouvait peut-être dire que c'est des gens qui ne se parlaient pas, c'est des gens qui peut-être ne se rapprocheront jamais. On a pu constater les chaleureuses poignées de main entre certaines personnalités qui se sont vues de façon formelle, n'est-ce pas, il y a très longtemps. Peut-être qu'il y a des coups de fil qui passaient entre-temps, mais de façon formelle, c'est l'occasion qu'on a eu de les voir ensemble et de voir que, bon, même si c'est devant micro et caméra, tout semble aller bien. D'accord. Alors, pour le citoyen qui se rend à cette exposition, quelle devra être sa démarche sur le plan sociologique, surtout lorsqu'on parle d'une exposition d'œuvres que l'on n'a pas vu, l'on n'a jamais vu et qui aurait séjourné plus de 129 ans à quelque part dans le monde? D'abord, on peut se poser la question du choix, du choix donc du lieu qui accueille ces œuvres. Et vous savez très bien que au-delà du caractère précieux vraiment de ces trésors royaux, il y a un besoin exprimé par le pouvoir exécutif, vraiment de communiquer, de montrer toute l'esthétique qui entoure la rénovation du palais. Et vous savez très bien qu'il y a quelques temps, le chef de l'État a fait en sorte que la présidence de la République soit entièrement rénovée et cette touche particulière qui inspire le goût donc de l'esthétique, cette particularité-là, le chef de l'État a voulu partager cela avec tous les citoyens. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer le fait que l'on ait logé d'abord cet trésor au niveau donc de la présidence de la République qui reste ouverte désormais et au public. Et vous voulez bien savoir le sentiment que pourrait avoir le citoyen lambda qui a maintenant l'occasion de découvrir non seulement ses œuvres, mais également de découvrir ce lieu précieux de travail qui constitue la présidence de la République. C'est d'abord l'esprit de curiosité, et pour voir si ce qu'on a montré au niveau des écrans est en adéquation avec la réalité. Et la réalité, c'est on l'aura appréhendé après avoir fait le déplacement sur les lieux. Et donc, le citoyen a voulu ou aura l'ambition de découvrir certes les œuvres royales, mais au même moment sera animé par la volonté de voir de quoi il s'agit quand on fait ses premiers pas au niveau donc de ce lieu vraiment du premier citoyen béninois qu'est le président de la République. Donc c'est un lieu de travail,
et donc qui sera partagé pour 3 mois, pendant 3 mois, avec les citoyens lambda, et qui vont faire certainement d'une pierre deux coups et savoir la réalité de ce qui se passe dans une certaine mesure, bien évidemment, à la présidence de la République. Donc, le citoyen, en faisant le déplacement, a une connaissance de l'histoire du Bénin, se réconcilie en quelque sorte avec une partie de son être, mais ne va pas que pour découvrir ses œuvres royales, mais va également à la présidence pour vraiment scruter en quelque sorte l'espace qui lui est dévolu, pour voir vraiment les transformations éventuelles qu'il y a eu sous le règne, n'est-ce pas, de l'actuel chef d'État. Voilà, il faut rappeler et préciser aux téléspectateurs qu'ils peuvent aller à la présidence de la République les jeudis et vendredis de 15h à 18h30 et les samedis et dimanches de 10h à 18h30. Il est aussi possible d'aller là-bas chaque dernier samedi du mois de 19h à 22h suivant la disponibilité de chacun. Alors, allons voir ceux qui étaient présents à cette cérémonie inaugurale d'exposition. Qui avez-vous vu? Oui, à cette cérémonie inaugurale d'exposition, d'abord Patrice Talon, l'initiateur de tout ce processus-là jusque-là, mais à ses côtés également, j'ai pu voir l'ancien Premier ministre, Lionel Zinsou. Oui. En plus, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la République, et beaucoup de personnalités. Mais je m'attarde sur Lionel Zinsou pour dire que voilà quelqu'un qui est un amoureux de la culture béninoise et qui, pendant qu'il n'était pas encore Premier ministre, a travaillé à ce que un de ces trésors-là puisse être loué par ses services pour venir être exposé. Et donc, il a travaillé pendant longtemps. Avec la Fondation Zinsou. Il a travaillé pendant longtemps à ce que ces œuvres-là puissent revenir au Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, et donc, ce que nous avons vu autour de Patrice Talon, c'est qu'un des gens, Nicéphore Soglo, pour avoir été ancien président de la République. J'ai également vu, je crois, le père de Lionel Zinsou, qui était aussi là, René Derlin Zinsou, qui était aussi dans la salle. J'ai vu, un peu comme 19 février 1990, j'ai vu des têtes, certaines forces de la nation qui se réunissent autour de la culture béninoise. Pour ma part, je pense que c'est un signal très, très, très fort. Oui. C'est signal très très fort pour dire que les Béninois savent au-delà de tout s'accorder sur ce qui est l'essentiel. On a commencé par faire un constat de rapprochement ou je ne sais pas de l'orientation des Béninois face à un idéal désormais. Nous parlons des œuvres d'art qui nous concernent nous tous. Patrice Talon reconnaît que ce ne sont pas des œuvres appartenant à quelques confréries religieuses que ce soit ou à un département, à une région donnée ou à un chef d'État, fut-il en exercice ou non, mais ça appartient à tous les Béninois. Et par conséquent, on a ouvert les portes du palais de la présidence à tous les Béninois. Et donc, parmi les Béninois, nous avons Nicéphore Dieudonné Soglo, nous avons Maître Adrien Houmbédi, nous avons Lionel Zinsou, parce que oui, quand on cite Nicéphore Soglo, on cite Lionel Zinsou comme si c'était la seule personnalité sur le terrain. C'est en fonction, bien entendu, de leurs états d'âme, de leurs critiques entre-temps sur le régime en exercice. Quand on prend le cas du président, de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui n'est pas toujours tendre en ce qui concerne sa lecture de la gouvernance du président Talon, il n'était pas gagné d'avance qu'on puisse dire qu'il y a exposition d'œuvres d'art de trésors royaux à la présidence de la République où siège encore Patrice Talon et qu'on puisse voir Nicéphore Dieudonné Soglo à ses côtés. Et bien entendu, on l'a vu. Il a tapoté un peu les épaules de la première dame. On l'a vu. Vous voyez, donc tout en souriant. On l'a vu où il était assis et que le chef de l'État, Patrice Talon, l'embrassait un peu comme un papa qui accueille son enfant, etc. Il y avait cette bonne ambiance-là. Maintenant, quand on revient sur Lionel Zinsou, et on sait que, bon, oui, il y a plusieurs paramètres qui pouvaient davantage l'éloigner du président Patrice Talon. Ils ont été challengers
tous deux en 2016. Ça n'avait pas été facile parce que vous n'êtes pas sans savoir que Lionel Zinsou est venu premier au premier tour. Maintenant, il faut reconnaître que les deux étaient bien amis auparavant. Ça, faut pas perdre cela de vue. Je me souviens des propos tenus par Lionel Zinsou dans les échanges, sinon dans le débat de l'entre-deux tours de 2016 entre Patrice Talon et Lionel Zinsou, où il rappelait que même Patrice Talon avait souhaité que Lionel Zinsou revienne au Bénin pour être candidat. C'est dire que oui, s'il n'y avait pas des amitiés ou une certaine proximité entre les deux, des débats ou des échanges pareils n'allaient pas avoir lieu. Maintenant que les choses ont évolué et qu'on a senti que oui, après l'élection de 2016 qui a mené Patrice Talon, Lionel Zinsou fait partie des personnalités appelées en premier Patrice Talon et le féliciter de sa... C'est toute une histoire que vous nous retracez. Effectivement, oui. C'est toute une histoire pour dire que oui, même si on prenait Lionel Zinsou comme un opposant, il n'était pas un opposant aussi radical, qui avait des propos, je ne sais pas, belliqueux, des propos, inflammatoires, si je pouvais m'exprimer ainsi. Maintenant, il aurait pu, changer de posture quand on le déclare comme non éligible pour 4 ans en raison du dépassement de campagne de 2016. Et on pouvait avoir une certaine déchirure, mais c'est malgré cela qu'on a entendu l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou saluer les efforts faits par le régime en exercice dans le domaine de l'économie des zéro bons que le Bénin a honoré sans grande difficulté. C'est dire que oui, sur l'essentiel en tout cas, je crois qu'on fait un peu l'effort de s'entendre ou de se rapprocher. C'est dire que le schéma, sinon l'image qu'on a de Patrice Talon comme étant quelqu'un, je ne sais pas, de trop rancunier, de trop ci et ça, c'est pas ça. Ce 19 février, ce n'est pas ça qu'il a affiché. Ça revoit quoi, ces images que nous avons vues, ces accolades, ces petits mots que les différents acteurs s'échangent? Oui, il faut d'abord saluer cela parce qu'il y a longtemps, même ici ou ailleurs, j'ai plaidé quand même pour que l'analyse politique nous ramène à tourner la page, n'est-ce pas, des conflits larvés ou souterrains. Et nous avons souhaité quand même que les différentes forces politiques qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvées dans une certaine polarisation, ramènent la balle à terre. Et le chef de l'État est le premier, en tout cas, qui pourrait être appelé à faire un geste à l'endroit de ceux-là. Parce que c'est lui qui est à l'exécutif, c'est lui qui est à la manœuvre politique. Et je crois que le prétexte des trésors royaux, un prétexte assez reluisant et qui nous permet de trouver l'occasion de rassembler. Et par ce déplacement, on aura compris que le chef de l'État a fait un geste à l'endroit donc de ceux-là qui se sont déclarés opposants d'une certaine façon. Et nous savons très bien que Lionel Zinsou a été candidat contre Patrice Talon et à ses militants. C'est vrai qu'il est le produit d'une alliance politique, mais en 2016. Mais il faut saluer quand même la grandeur de l'homme. C'est un homme vraiment équilibré, un homme averti, un homme qui sait prendre de la hauteur, qui est au-dessus de la mêlée, qui sait se mettre au-dessus de la mêlée. Et vous avez vu, il a toujours tenu des propos objectifs. Bien qu'il soit poursuivi, il tient des propos. Il a tenu des propos objectifs. Et je crois que cette grandeur-là, il faut la souhaiter au niveau de tous les Béninois. Il faut la souhaiter. Et vous avez vu que le chef de l'État est allé vraiment... C'est lui qui l'a ramené, en quelque sorte. Et je salue le sens de cette
de cette offense, de cette démarche et qui renvoie un signal. Alors, arrivé à l'aéroport la dernière fois, Patrice Talon, c'est Lionel Zissou que nous avons vu derrière lui à la descente d'avion. C'est quand même tout un symbole. Oui, tout un symbole. Quand on sait que l'homme est sous le coup, n'est-ce pas, d'une poursuite judiciaire, d'une condamnation. Parce que vous savez, et donc dans ces conditions, c'est sûr que l'homme a eu des garanties et le chef de l'État a voulu faire un geste. Et il faut saluer ce geste pour que ce qui nous unit soit toujours mis au-dessus de ce qui pourrait nous diviser. Et de l'autre côté, vous avez également le président Nicéphore Dieudonné Soglo, le premier président de l'ère du renouveau démocratique. Et c'est aussi un homme assez cultivé. Et on peut tout lui reprocher. C'est un intellectuel bon teint. Et je crois quand même que le chef de l'État, pour avoir demandé certainement que Nicéphore Dieudonné Soglo soit de la partie, a aussi fait un geste. Et Nicéphore Soglo, en acceptant, je crois qu'il se met dans une dynamique de résolution, n'est-ce pas, des conflits politiques. Et je veux espérer que cela se poursuive. Et le président Yahi n'a pas été de la partie. On aurait souhaité qu'il soit également de la partie parce qu'il constitue quand même certainement un pôle important, un pôle politique important. Et nous savons très bien que lui, il était quand même le tout premier à faire le déplacement au niveau donc du palais de la Marina. Il a déjà rencontré le chef de l'État. Il a certainement des raisons, peut-être à ses yeux des raisons suffisantes pour ne pas être de la partie, mais on peut simplement avancer que cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'a pas encore trouvé des solutions, des réponses idoines aux problèmes qu'il avait posés. Mais on va espérer que le chef de l'État se mette toujours dans cette dynamique pour que les filles et fils du Bénin se retrouvent parce qu'on a besoin de tout le monde pour la construction de la nation. Alors, des images qui participent à la décrispation, si vous le voulez, de la tension politique, Herman. Oui, des images qui donnent le signe, des images qui sont annonciatrices de la décrispation de la tension politique dans le pays. Mais quand on a fini de dire des signes, c'est qu'il faut aller plus loin. Aller plus loin en faisant en sorte que tous ceux qui souhaitent, parce que nous ne sommes pas les seuls à vouloir entrer en contact avec ces œuvres-là, à vouloir établir cette connexion avec les œuvres, à vouloir nous réconcilier avec ce qui était parti depuis de longue date et qui peut-être a été utilisé à d'autres fins. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir entrer en contact avec ces œuvres-là. Il y a beaucoup de Béninois. Il y a beaucoup de Béninois qui veulent également vivre ça. Si les conditions le permettent, c'est que Patrice Talon, comme il a d'ailleurs commencé par le faire, qu'il puisse continuer par poser des gestes apaisants, des gestes qui pacifient un peu le climat politique, des gestes qui fassent en sorte que, tout se retrouve autour de ces œuvres-là. Ça va contribuer davantage à décrisper davantage le climat politique pour que nous puissions continuer par être cette démocratie que tout le monde salue, pays de paix, pays de démocratie, pays de grande démocratie, pour que le Bénin puisse avancer. Allez, nous allons marquer la pause pour changer de sujet, et c'est avec cet élément que je vous invite à suivre. Vendredi dernier, c'est vrai qu'il l'avait annoncé des semaines auparavant, vendredi dernier, les centrales et confédérations syndicales, 5 au total, se sont retrouvées à la Bourse du Travail, soutenues par leurs militants qui vont sur les marchés pour protester contre la cherté des produits de grande consommation en République du Bénin. Les syndicats qui demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour réduire la cherté de la vie. Retour sur cet événement avec la rédaction de Canal 3. La Bourse du Travail de Cotonou reprend vie et l'allure des moments de haute lutte syndicale pour la satisfaction des revendications des travailleurs. C'est un signal que nous envoyons au gouvernement du président Talon. Ce vendredi 18 février 2022, des travailleurs des syndicats affiliés à la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CSUB et la CSPIB, toutes catégories confondues, se sont retrouvés pour crier le ras-le-bol face à ce qu'il convient d'appeler la cherté inexpliquée
de la vie au Bénin. La vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. Aujourd'hui, la mesure de petits poissons au marché est passée en 2 ans à 15 000 francs. L'huile importée est passée de 500 francs le litre à 1200 francs sur la même période. Le Gari continue de nous narguer à 300 francs après avoir atteint 500 francs en 2021. Les licenciements sont massifs. Les ménages voient leur pouvoir d'achat érodé. Les taxes et les impôts se multiplient à foison. En lieu et place d'une politique de production, nous assistons à une politique de fiscalité sauvage. C'est pour dire au président de la République que véritablement ça ne va pas. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, parfois on n'entend pas la réalité des choses. Il y a des conseillers, il y a des ministres qui disent « tout va bien, monsieur le président ». C'est quelques-uns qui crient seulement. Mais quand le président va constater que vous vous êtes rassemblés de cette manière ce matin, il comprendra que, attention, ça ne... La réalité est bien là, tangible. Les prix ne font que grimper dans les marchés. Les mesures annoncées par le gouvernement pour contenir la flambée des prix des produits de première nécessité ne rassurent nullement les travailleurs. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Nous sommes venus exprimer notre ras-le-bol. Nous sommes fatigués. Nos salaires ne sont plus des salaires. C'est des salaires. Salaires. Et Des mesures urgentes s'imposent à côté de la revalorisation des salaires annoncés par le gouvernement Talon afin d'arrêter la saignée. Une vive protestation contre la cherté de la vie. Déplore le mutisme du gouvernement face aux difficultés sociales et économiques des citoyens. Dénonce le refus de l'exécutif de faire un dialogue franc et sincère avec les forces sociales en vue de prendre en compte les aspirations profondes des populations affectées par un mal-être endémique. Les 6 centrales et confédérations syndicales signataires de la motion rendue publique tiennent pour responsable l'exécutif en cas de mutisme face aux réalités quotidiennes du monde du travail et des populations béninoises. Le prix du maïs, le prix de l'huile, Et voilà, nous avons vu de ces images il y a bien longtemps les centrales et confédérations syndicales qui renouent désormais avec les mouvements de protestation. Vous étiez à la Bourse du Travail, c'était vendredi dernier, Armand Parfait à Niamboussou. Merci de nous ramener ces images. Avant de revenir sur le motif même de la mobilisation, je le disais tantôt, ça grogne désormais à la Bourse du Travail, un peu comme nous l'avons vu sur ces images tout à l'heure. Oui, la mobilisation du vendredi dernier n'était pas gagnée d'avance pour un monde syndical qui a été un peu c'est pas endormi, qui est resté longtemps fermé, comme on dit, pendant plusieurs lunes, l'école est restée fermée. Et donc aujourd'hui, on a quand même pu constater que oui, il y a eu cette mobilisation là du vendredi dernier pour donner un peu le ton et montrer un peu que la vie, elle est vraiment chère. Les 6 centrales syndicales signataires de la motion ont quand même c'est pas réussi à dire, à donner le top, à montrer à leurs syndicats, à leurs affiliés que oui, le moment est venu de reprendre des luttes parce que quand on se tait trop, ce n'est pas bien pour la santé du pays. Oui, on vous écoute, Wakad Ali Para, avant de revenir sur le motif même de la mobilisation. Oui, si vous parlez de Paris gagné pour le chef de l'État en ce qui concerne la mobilisation autour des œuvres d'art au palais de la présidence, il y a que c'est un pari gagné également pour les centrales et confédérations syndicales signataires donc de cette motion sur des raisons sur lesquelles nous allons revenir parce que la mobilisation, pareil au niveau de la bourse de travail, on l'a vu il y a longtemps quand on connaît les centrales et confédérations syndicales plus ou moins fragilisées, n'est-ce pas, par le toilettage de certains de nos tests qui réduisaient leur marge de manœuvre en ce qui concerne les agitations d'avant, les marches et autres mouvements d'avant. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais attention, dans le sang des syndicalistes, n'est-ce pas, l'énergie et la fougue d'avant est encore
en tout cas, restent encore, ces résidus-là sont encore dans leur Il en a entendu, il en a entendu beaucoup, il a fait un travail de folie. Il a fait un travail de folie, n'est-ce pas, pour tamiser, nous ramener ce qui est digeste, puisque bon, Canal 3 n'est pas inflammatoire, non. Vous voyez, donc quand on a fini de dire ça, c'est de revenir bien entendu sur les raisons, la cherté de la vie sur laquelle on souhaite la réaction du gouvernement. Quand on a souvenance, on voit que le chef de l'État en décembre dernier, ma foi, face à la représentation nationale, reconnaissait lui-même la cherté de la vie, la flambée de certains produits de grande nécessité, de grande consommation. Il n'y a pas eu augmentation de taxes, il n'y a pas quoi que ce soit au niveau du cordon douanier. Ça veut dire que quand on prend acte d'une situation pareille, on devrait agir. Les syndicalistes n'ont pas senti la réaction plutôt musclée de l'État central et bien entendu, justement, avant d'entrer dans le fond de ce qui les a mobilisés vendredi dernier, on va écouter notre consultant en plateau ce matin sur la forme de la mobilisation. C'est vrai qu'avant, on était habitué aux conférences de presse à répétition au niveau de la Bourse du Travail qui débouchaient par la suite sur des marches de protestation. Cette fois-ci, c'est juste un sit-in, la forme. On va s'interroger et voir, peut-être qu'il y a des gants, des balises qu'on a mis pour encadrer la mobilisation. C'est tout à fait normal que à partir donc des différentes réformes que le chef de l'État avait engagées, et le mouvement syndical s'est vu quelque peu tétanisé et n'offre plus assez de marge de manœuvre. Et vous aurez constaté que le mouvement syndical est rentré dans un sommeil plus ou moins profond à partir donc de ces nouvelles lois qui régissent désormais le monde du travail. Mais il faut dire qu'à partir de cette sortie, que le monde syndical non seulement se réveille, mais cherche ses marques pour pouvoir s'exprimer. Cela est déjà suffisant pour les spécialistes ou, si vous voulez, les sociologues de l'action collective, parce que cela pourrait être analysé. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que face à ce qui tenaille les fonctionnaires, on trouve toujours des occasions de s'exprimer. Et ce que les syndicalistes ont fait, leur sortie, montre à suffisance que ils sont retranchés, ils sont poussés dans leur dernier retranchement à partir donc de la cherté de la vie. Et les salaires, vous le savez très bien, n'ont pas connu une augmentation. Le chef de l'État a annoncé la toute dernière fois déjà qu'il y aura augmentation de salaire. Les fonctionnaires n'ont rien constaté. Et à défaut donc de constater une augmentation, ils ont plutôt constaté que il y a eu une forte pression sur les salaires à partir donc de l'impôt sur le traitement salarial qui a été prélevé. D'aucuns se sont retrouvés à moins 20 000 francs, à moins 30 000, à moins 50 000, selon que l'on se retrouve dans une tranche de salaire ou dans une autre. Dans tous les cas, c'est que tout le monde est d'accord avec tout le monde aujourd'hui que la vie devient de plus en plus chère. Le gouvernement a fait une sortie aussi récemment pour lancer un signal fort aux commerçants qui aussi sont devenus véreux de toute façon. Mais cela ne suffit pas parce que la réalité est là, que les salaires que les fonctionnaires perçoivent ne suffisent plus pour faire face aux prix qui sont pratiqués sur le marché. Et vous savez très bien que ces syndicats-là, pour la plupart, sont animés par des fonctionnaires, des gens qui sont des salariés et qui, face à l'amenuisement de leur pouvoir d'achat, n'ont trouvé d'autre voie que de s'exprimer, de dire et de rappeler à l'attention du chef de l'État qu'il est urgent de faire quelque chose. Il est urgent d'apporter quelques solutions aux problèmes qu'ils traversent.
parce que sinon, ils ne pourront plus tenir. Et s'ils cessent de tenir, c'est qu'ils ne pourront plus produire davantage. C'est vrai que de l'autre côté, il y a aussi la menace, parce que le monde syndical ne peut plus vivre comme il a vécu il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et donc, les grèves perlées sont désormais encadrées, mais attention, lorsque vous en avez ras-le-bol, lorsque vous êtes poussé jusque dans votre dernier retranchement, il arrive qu'on cherche d'autres voies par lesquelles on peut s'exprimer. On peut s'exprimer, et ce que les syndicats ont fait nous ramène à cette réalité qu'il faut urgemment apporter une solution, ne serait-ce qu'une solution d'apaisement, pour que ils aient le sentiment, les fonctionnaires aient le sentiment, et qu'ils travaillent pour l'État, mais qu'ils ont des ressources pouvant leur permettre de vivre ou de survivre tout au moins. Alors, dans une incompréhension totale de ce qui arrive, les syndicalistes demandent au gouvernement de prendre des mesures urgentes de l'oreille, de l'autre côté, pour entendre le cri de cœur de ces milliers ou millions de travailleurs. C'est ce qui est souhaité et souhaitable, parce que ça y va de la stabilité même du pays, de la stabilité des ménages, des foyers et autres. Parce qu'au niveau des syndicalistes, ce sont les plus organisés qui sont à ce niveau. Il y a la grande masse, ceux-là qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont affiliés à personne, dont les époux et épouses ne sont affiliés à quelques syndicats que ce soit. Vous n'avez pas encore enregistré leur coup de gueule. C'est de bouche à oreille. Lorsque vous discutez avec des gens... Voilà, mais lorsque vous discutez avec des gens, franchement, on sent effectivement que ça ne va pas. La la flambée des prix, et on ne sent pas une action qui est faite au moins pour réguler les choses sur le marché, alors qu'on a un ministère du commerce, on a une direction du commerce de l'intérieur qui devrait faire le travail. Quelle marque d'instruction attend cette direction avant de se mettre sur le terrain? Parce qu'on sait ce qui se faisait au moins par le passé, ne serait-ce que pour influencer un peu les commerçants qualifiés de véreux tout à l'heure par Dr Patrick Hennou. Parce que oui, c'est la loi de, le libéralisme, comme on dit. On a la facilité d'augmenter les prix. Mais par le passé, on connaissait cette direction du commerce de l'intérieur qui sortait sur le terrain. D'abord, s'assurer de ce que sur nos étagères, on n'a pas les produits avariés et autres, que le coût des produits ne doit pas dépasser tellement. Je pense que l'action du gouvernement doit venir au plus vite pour soulager les populations. Parce que pour l'instant, comme je l'ai dit, on est à l'étape du coup de gueule de ceux qui sont organisés. Si on en arrive à ceux qui aucun test ne leur empêche formellement de réagir, je parle donc de ceux qui sont dans l'informel, des parents et autres qui sont à la maison et qui ne sont pas des fonctionnaires, dont les enfants doivent manger, dont les épouses doivent manger, dont les épouses doivent aller à l'hôpital pour des soins et autres, qu'allons-nous faire? Maintenant, quand on a fini de dire ça, il faut également reconnaître que oui, si la loi a encadré et discipliné un peu les syndicalistes et autres travailleurs, ce n'est pas encadré sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au village, vous avez des mémés, des pépés, n'est-ce pas, lettrés comme illettrés, analphabètes et autres, qui possèdent des réseaux sociaux. Vous n'allez pas empêcher un Kassamampo, n'est-ce pas, de donner son cri de cœur, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas dire à Noël Chadaré, Anselme Amoussou, à Bachabi et autres, n'est-ce pas, de ne pas dire ce qu'ils pensent face à une situation où on attend l'oreille, la disponibilité, n'est-ce pas, et l'engagement de l'État central, et que peut-être ça tarde à venir. Il faut, comme vous le dites, souhaiter que le gouvernement soit, disponible, perméable à la situation et prenne des mesures qu'il faut. En tout cas, il y a des réactions, et dans la presse ce matin, beaucoup de journaux sont revenus sur les propos du secrétaire général adjoint du gouvernement et Wilfried Léandre Mbedji, qui apaise les Béninois et rappelle que la situation de la vie chère n'est pas qu'au Bénin, elle est mondiale. Herman. Oui, ce qu'il a dit, c'est un baromètre de ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a un peu comme un déficit de communication entre le pouvoir central, entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Parce que je me rappelle encore l'avant, il y a une des sorties du secrétaire général adjoint du gouvernement dans laquelle il disait qu'il y a un comité qui a été mis en place, que le comité a déjà travaillé, a produit un rapport.
lequel rapport est déjà soumis au chef de l'État ou doit être soumis au chef de l'État pour étudier, pour qu'on puisse valider finalement l'augmentation des salaires annoncés par le chef de l'État. Il se fait que vendredi dernier, les secrétaires généraux ont dit oui, nous sommes d'accord qu'on puisse. Le chef de l'État l'a d'ailleurs annoncé officiellement. Il a dit les salaires seront revalorisés. Et pour eux, c'est qu'il faut une certaine rétroactivité de cette revalorisation-là pour faire en sorte que déjà, à partir du mois de janvier, qu'ils puissent constater ça sur leur salaire. Même si ça n'a pas été fait, qu'on puisse, une fois que c'est augmenté, qu'on puisse le sentir sur le mois de janvier. Ce qu'ils disent également, c'est par rapport à ce que Dr Renoir a dit. Il y en a qui ont vu leur salaire diminuer au nom d'un certain déséquilibre qu'on a voulu corriger. Mais là, il y a une des femmes, secrétaire générale du syndicat, qui a dit, mais si vous amputez les salaires de nos maris de ces différentes tasses-là, parce que vous estimez que vous voulez corriger un déséquilibre, au moins que nous, les femmes, nous puissions sentir ça sur nos salaires, parce que vous dites que vous voulez corriger un déséquilibre. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, comme vous l'avez dit, c'est vrai quand on va à un reportage comme ça qu'on revient, on va d'abord prendre de l'eau fraîche pour savoir par où commencer, par où finir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites au cours de cette... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce truc-là, à ce site-là. Beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Je pense que c'est fastidieux. Bien sûr, c'est certain que par ces services, le gouvernement a le retour de tout ce qui a été dit. Oui, tout à fait. Il faut. En fait, le porte-parole est dans son rôle, un rôle officiel. Lui, il doit trouver des arguments pour montrer l'acceptabilité des mesures du gouvernement. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, les syndicalistes ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'il y a une certaine disparité dans le traitement qui est fait aux différentes couches socio-professionnelles. On sait très bien que ceux-là qui parlent sont des salariés normaux et que dans le même temps, il y a d'autres qui sont à des postes de responsabilité et qui sont mieux traités et qui ont 10 fois le salaire d'un salarié syndicaliste affiché, n'est-ce pas, sur l'écran tout à l'heure. Et vous savez que cette disparité, c'est ce que j'appelle par ailleurs l'injustice sociale. Il faut faire en sorte que, et le chef de l'État lui-même avait annoncé en 2016 qu'il va faire en sorte qu'il y ait plus de justice sociale. Alors, mais ce qu'on constate en permettant à d'autres, à certains, d'être mieux lotis du point de vue du traitement de leurs revenus mensuels, et qu'en privant d'une certaine façon, en tout cas les autres, d'être traités de la même façon, on crée vraiment une discrimination et qui sonne mal dans l'oreille des syndicalistes. Et c'est ce à quoi nous assistons. Et surtout que l'on est dans une situation marquée par la cherté de la vie. Et lorsqu'on se retrouve en de pareilles circonstances, les syndicalistes se rappellent encore mieux cette disparité, cette discrimination qu'il y a eu au niveau donc du traitement. Je vous donne un exemple banal. Moi, que vous voyez, je suis chef département adjoint, n'est-ce pas? Chef département adjoint à l'université. Le travail que je fais est plus consistant que le travail d'un directeur général. Je brasse près de 3000 étudiants en première année. Vous en avez une idée? Or, j'ai la première année, j'ai la deuxième année, j'ai la troisième année. Hier, toute la journée, j'étais à l'université. Alors que cette année, qu'est-ce que j'ai constaté? Les primes auxquelles j'ai droit en tant que chef adjoint du département, ces primes et trimestrielles ont été simplement supprimées. Vous voyez très bien ce que ça peut faire. Mais ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Moi, je suis un patriote bon teint. Et donc, moi, je fais. Mais n'attendez pas que tout le monde accepte cela. Et c'est justement pour cette raison que nous en appelons vraiment à la vigilance du chef de l'État pour qu'il prenne des mesures susceptibles de créer plus de justice dans le monde, dans le milieu vraiment du travail. Et c'est très important pour que les filles et fils du Bénin se sentent appartenir, n'est-ce pas, au même État dont ils ont la charge de co-construire.
Merci beaucoup. Voilà, il y avait pratiquement 6 ou 7 centrales syndicales à cette manifestation à Managua. Il y avait 6, c'est sauf la CSTB qui projette également une autre manifestation pour le 25 prochainement. Oui, c'est bien de ça. Le 25, c'est jeudi ou vendredi? On verra bien. Nous sommes le 22 et le 21 aujourd'hui. Ouais. D'accord, ça va être vendredi, oui. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Herman Aniamboussou, Akhabali Para, et à notre consultant, sociologue politiste, Dr Patrick Henou. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On va revivre l'actualité de ces 7 derniers jours en République du Bénin avec Idrissou Boukari. C'est dans une semaine au Bénin. Juste après, vous aurez votre revue de presse. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le palais de la présidence de la République abrite l'exposition des trésors royaux du Bénin, un peu plus de 3 mois après leur restitution par la France. Le thème de l'exposition, Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. La première exposition a été faite samedi et plusieurs dizaines de personnes ont eu l'occasion de visiter ces œuvres. À côté de ces objets, des œuvres d'artistes contemporains ont été également exposées. L'exposition a effectivement démarré le dimanche 20 février et va s'étendre jusqu'au 22 mai 2022. Pendant ce temps, les différents ministres concernés par la mise en œuvre du programme de cantine scolaire ont tenu une réunion interministérielle mercredi après le Conseil des ministres. La réunion a été présidée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Selon le point fait par le ministre des enseignements maternels et primaires, les cantines scolaires ont été relancées en 2017 avec un taux de couverture nationale de 10%. Mais au terme du PAG1, on est passé à 51% et d'ici septembre 2022, un taux de 75% est envisagé par le gouvernement. Le programme alimentaire mondial, partenaire de ce projet, y est représenté par son directeur exécutif en visite au Bénin au fin de mieux apprécier l'impact des cantines scolaires dans les écoles. De leur côté, les cadres et responsables des administrations civiles et militaires de l'espace maritime africain étaient en séminaire de formation le lundi 14 février 2022. Une séance de renforcement des capacités sur les techniques de fouille des navires. Pour le préfet maritime, renforcer la sécurité des ports passe par la sûreté interne et toute faille à ces niveaux provoque inévitablement des menaces. Le séminaire est organisé par l'Institut de sécurité maritime interrégional. Pendant 5 jours, les participants venus d'une dizaine de pays de l'Afrique de l'Est, du Centre et de l'Ouest ont été outillés sur la thématique. L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi la présentation de l'étude sur l'opérationnalisation du plan d'investissement extérieur. C'est une initiative du ministère de l'économie et des finances soutenue par l'Union européenne. L'objectif est de renforcer les instruments de mobilisation des recettes au profit du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Les travaux ont été lancés mardi à Cotonou pour permettre aux parties prenantes d'avoir une idée approfondie des résultats de cette étude. « 50 inspecteurs de l'enseignement de second degré de la promotion 2019-2021 ont bouclé leur formation. Un renforcement de capacités pédagogiques qui a duré 2 ans à l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Ils sont désormais prêts à être déployés, mais avant, cette cérémonie organisée vendredi qui consacre leur sortie officielle. À cette occasion, ils ont reçu leur diplôme des mains du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle.
Ici se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Et voilà, c'était donc une semaine au Bénin avec Idrissou Boukari à la réalisation, un autre qui a réalisé maintenant pour nous la revue de presse. On va retrouver Asimo Kanya Siomo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Sous le titre « 3 siècles d'histoire à portée de vue », Bénin Intelligent rapporte que le palais de la Marina a accueilli le samedi 19 février un vernissage en prélude à l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation qui se tient du 20 février au 22 mai 2022, un moment de retrouvailles et de convivialité entre plusieurs personnalités autour d'œuvres révélatrices du génie des artistes béninois. Pour ce journal, c'est un véritable musée improvisé à la présidence de la République. Au centre des attractions, des œuvres magnifiques, extraordinaires, soigneusement exposées dans un cadre tout aussi épatant. L'autre quotidien estime qu'il reste aux Béninois les approcher, les étudier, les adopter et en faire un patrimoine envié et entretenu. Former les compétences et les esprits à les aimer aussi en tant qu'art. Le journal de faire observer que le Bénin a gagné une première bataille, mais il lui reste du chemin à parcourir pour rester sur l'échiquier envié des patrimoines de l'humanité. La nation note qu'au terme du vernissage, le président Patrice Talon a fait part de sa satisfaction, sa fierté de ce qui se passe au palais de la Marina. Toute chose qui révèle le Bénin au monde entier. Et le journal de Le Cité qui dit « Moi, Patrice Talon, avec ma modeste contribution à notre action aujourd'hui, celle des Béninois, je m'efforce de manière à nous révéler le Bénin. » Une déclaration faite, selon le journal, devant la foule de personnalités, toute heureuse et satisfaite. Le journal de poursuivre, le rapportant qui ajoute, citation, « Je veux exprimer mon émotion de fierté en ce que nous fûmes, en ce que nous sommes, et en ce que nous serons, que Dieu bénisse le Bénin. » Fin de citation. Cela tombe donc à pic, souligne Vif d'Afrique, pour lequel, si la culture a pu réussir à réunir des personnalités jadis opposées, elle peut également être un vecteur vers la réconciliation nationale. À ce sujet, Fraternité note que, comme dans un conte de fées, l'ancien président de la République, ancien maire de Cotonou et surtout opposant au régime actuel, Nissé Forsoglo, était en bonne place à la cérémonie d'exposition des trésors royaux d'Abomey. Que dire de Lionel Zissou, challenger en 2016 de l'actuel locataire de la Marina et par la suite condamné à 4 ans d'inéligibilité pour dépassement des frais de campagne. Nonobstant cette condamnation difficilement digérable pour tout acteur politique, la magie culturelle a opéré et non seulement les deux anciens protagonistes de la présidentielle de 2016 ont pris le même vol pour rentrer à Cotonou, mais aussi partager la ferveur autour des 26 œuvres d'art exposées enfin sur la terre de leur vrai propriétaire. Le journal de faire observer qu'en somme, Patrice Talon, Nissé Forsoglo et Lionel Zissou, le même jour et au même lieu, partageant le même sentiment de fierté nationale, il n'y a pour l'instant que la culture pour réaliser cette alchimie. Et pour le Soleil Bénin Info, toutes les voix qui se sont levées pour appeler à une décrispation de la situation politique du Bénin semblent avoir une écho favorable auprès du président de la République, Patrice Athanas Guillaume Talon. Et d'autant que la situation sécuritaire du Bénin exige que l'unité des fils et filles soit retrouvée, la lutte contre le terrorisme est une affaire de tous, mouvance comme opposition. C'est du Bénin qu'il s'agit et le Bénin est un et indivisible. Et justement, parlant de lutte contre le terrorisme, Fraternité affiche en deuxième de titre que Issa Salifou sensibilise les populations de Kami et Malanville sur la lutte contre le terrorisme. Le journal relate que très préoccupé par la situation qui prévaut dans la partie septentrionale, en l'occurrence dans le département de la Liborie,
Les maires et leurs adjoints des communes de Malanville et de Kandi, sous l'égide de l'honorable Issa Salifou, se sont unis en prière pour le retour au calme. Après la grande prière de Djouma du vendredi 18 février 2022, ces différentes personnalités ont consacré plus d'une dizaine de minutes pour d'abord prier pour les soldats et autres civils tombés sous le coup des dernières attaques terroristes, puis organiser une prière suivie d'une séance de sensibilisation au profit des fidèles à la coproduction de la sécurité pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. En croit le journal, en cette circonstance exceptionnelle, l'honorable Issa Salifou a appelé les responsables religieux à un engagement ferme contre les déviances afin de repousser le terrorisme loin des frontières du Bénin. Au cours des cérémonies d'hommage qui se sont déroulées dans plusieurs garnisons, informe Bénin Intelligent, les 7 soldats ont été élevés à titre posthume dans différents grades de l'ordre national du Bénin. Il s'agit du caporal-chef Yaya Ourukpaï, caporal Komla Onyondou, maréchal des logis chef Soulebani Labo, lieutenant Calvin Da, sergent-chef Barnabé Kounou, soldat de 2e classe des Nassouaï dédié du sergent-major Joseph Togbe. À cette occasion, le président de la République Patrice Talon, son gouvernement et toute la nation béninoise ont salué la mémoire de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur. Le journal d'ajouter que le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Arro a annoncé plusieurs mesures au profit des familles des soldats décédés, dont la prise en charge par l'État de leurs enfants jusqu'à leur maturité. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Et voilà, on aura fait le tour de l'actualité ce lundi 21 février 2022. Merci à chacun et à tous de votre attention. Chez vous, c'était Actu Matin. Très bonne journée. Portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.